Et voilà, viens, je t'emmène. On n'a pas le générique ce matin, c'est dommage, on l'aime beaucoup, mais c'est pas grave, on le chante dans notre tête. Merci Dominique Friedman d'être là, Steve Krief, Dominique Friedman. Alors, Dominique et Steve, donc Steve Krief, c'est Gigi d'Europe, ou Giguide si on a envie de parler anglais, et Dominique Friedman, il est responsable des journées européennes des cultures juives, et puis c'est l'agence 7,5 qui organise des voyages juifs et non d'ailleurs dans toute l'Europe, presque dans le monde entier on peut le dire. Et voilà, donc viens je t'emmène. Aujourd'hui, tenez-vous bien, je l'ai annoncé avec Léa tout à l'heure, nous partons à Amsterdam. Bonjour Lise. Bonjour Lise, et on ne se limitera pas à Jacques Brel et le port d'Amsterdam, on va aller bien plus loin. Mais avec le même enthousiasme. Oui, exactement. Alors, on va commencer par Dominique, qui... Oui, je vais vous parler d'Amsterdam, pourquoi j'aime Amsterdam. Mais avant de vous parler de mes coups de cœur et pourquoi j'aime Amsterdam, je voudrais simplement vous dire, saviez-vous que le mot Mokoum, Makom. Oui, Makom en hébreu. C'est la version d'Amsterdam de Big Apple pour New York. D'ailleurs, en langage local, il y a beaucoup de mots qui ont des origines hébraïques. Alors, comme par exemple. Lef. Vous savez, le courage, le cœur, ponim, le visage, bruch, la bénédiction. Ouais, là, c'est presque du yiddish, hein. C'est du yiddish, oui. Tout à fait. Et puis, saviez-vous aussi que, également, le club de football le plus légendaire des Pays-Bas, l'Ajax, était la fierté de Mokoum. D'ailleurs, le club comptait plusieurs joueurs et propriétaires juifs avant la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable. Alors, maintenant, pourquoi j'aime Amsterdam? J'aime Amsterdam parce que j'aime flâner le long des canaux pour admirer les maisons des marchands de siècle d'or, la puissance de la Compagnie des Indes orientales. Ça y est, j'ai envie d'y aller. Les maisons de briques hautes et étroites, les maisons flottantes sur les canaux, le port, bien sûr, si bien chanté par Jacques Brel, les musées, je vais vous en parler bientôt, les quartiers typiques, son histoire juive importante, et puis Amsterdam, voilà, c'est une ville qui se découvre à pied, à bicyclette et en bateau. Donc, ça fait plaisir. Je crois que quand on est parisien, souvent, il y a toujours un moment où on va à Amsterdam, mais rappeler tout ce qu'il y a à faire, c'est si important. Alors, je vais vous parler maintenant des musées incontournables à Amsterdam. Tout d'abord, bien sûr, honneur au Rijksmuseum, qui abrite la plus grande collection d'art néerlandais. C'est un musée qui attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Le musée a été fondé par Louis Bonaparte lui-même en 1808, mais le bâtiment est de style néo-renaissance, date de la fin du 19e siècle. On y trouve une exceptionnelle collection de peintures 15e au 17e siècle, avec notamment des tableaux de Rembrandt, de Vermeer, mais également des collections de l'école italienne, flamande et asiatique. Alors, il y a aussi le musée Van Gogh, Steve. Tout à fait, mais alors juste avant le musée Van Gogh, je voulais signaler absolument, si vous allez au Rijksmuseum, de voir l'exposition Vermeer, car lumière et Vermeer, difficile de mieux rimer, de mieux s'accompagner. Et donc, ces scènes d'intérieur paisibles nous accueillent lors de la nouvelle exposition jusqu'au 4 juin, qui sera la plus grande expo solo jamais réalisée, avec près d'une trentaine d'œuvres, quand on sait qu'il y en a environ 35. Donc, il y aura 28 œuvres qui vont être exposées là-bas. C'est la plus grande de tous les temps. Donc, si vous allez là-bas, absolument, allez visiter l'expo Vermeer pour essayer de deviner ce qui se cache derrière le regard de la laitière. Bon, on termine l'émission, on y va, là. Alors, le musée Van Gogh, en effet, Lise, c'est le plus grand musée du monde consacré à ce peintre de génie, avec 200 tableaux, 500 dessins. Ces peintures sont classées par ordre chronologique, de manière à ce que vous puissiez observer facilement l'évolution de l'artiste. Des débuts avec ses scènes champêtres et les travaux les plus torturés de la fin de sa vie. Et puis, saviez-vous que Vincent Van Gogh, qui s'est suicidé d'une balle dans le cœur 2 jours avant ses 37 ans, n'a vendu qu'un seul tableau au cours de sa vie? C'est incroyable. Et c'est vous qui l'avez acheté? Non, alors, l'expo Van Gogh, d'ailleurs, qui est organisée à Auvers, donc ce lieu vraiment de sa dernière résidence. Auvers-sur-Oise, c'est magnifique, allez-y. Extraordinaire, et raison de plus d'y aller, c'est que il y a le musée Van Gogh Amsterdam et le musée d'Orsay qui organisent ensemble une expo sur les années Van Gogh, les mois même, Van Gogh à Auvers, et qui se déroulera donc du 12 mai au 3 septembre à Amsterdam, et ensuite
au musée d'Orsay. Donc on aura le plaisir d'y voir toutes les grandes œuvres de cette époque. Et à Auvers aussi, il y aura quelque chose? Alors normalement, ça doit être coordonné avec le musée d'Orsay, mais on n'a pas encore les précisions. D'accord, on les attend impatiemment. Steve, vous nous tenez au courant. Avec grand plaisir. Alors maintenant, je vais vous parler de la maison musée Rembrandt, où le peintre a vécu et réalisé de nombreuses de ses œuvres. Cette demeure se trouve au cœur de l'ancien quartier juif d'ailleurs. Rembrandt y a habité, y a travaillé au premier étage, jusqu'à ce que ses créanciers la vendent aux enchères avec tout son mobilier. Mais je vous rassure, aujourd'hui, l'intérieur est reconstitué fidèlement pour nous montrer comment Rembrandt y vivait, où il recevait ses clients et il vendait ses peintures. Bien sûr, et parmi ses clients, ses amis, il y avait des gens de ce quartier juif où habitait Rembrandt avec ses deux compagnes. Et le musée Rembrandt vient de réouvrir le 18 mars. Donc allez-y pour une expo sur l'art du dessin. On découvre 74 œuvres de la collection Peck qui sont présentées de Rembrandt, mais aussi de Boll, de Masse, de différents artistes. Donc c'est une belle occasion de rendre hommage à ce grand peintre. Et moi, je voulais donner un dernier petit coup de cœur sur les avec musées. Plaisir, Steve. Voilà, d'aller voir l'expo sur les artistes danois au musée Cobra. Alors, le mouvement Cobra est peu connu aujourd'hui, mais c'est un mouvement... Alors, c'est où le musée Cobra? C'est là... c'est à Paris ou à non, Amsterdam? Amsterdam, bien sûr. Ah, on est à Amsterdam, bien mais sûr. c'est effectivement un musée. Donc parce qu'à faire des allers-retours, je savais plus où on était. Voilà, on s'y perd. Là, on est en plein jet lag, mais on va y arriver. Voilà. Et donc, dans ce musée, ce sont le mouvement Cobra Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, donc qui réunit des artistes après-guerre qui ont envie soif de liberté, d'engagement, de rencontres. Et ce sont des œuvres peu connues, mais qui méritent d'être vues au musée Cobra, donc à Amsterdam. Voilà, donc il y a le Rijks, il y a la maison de Rembrandt, il y a Van Gogh, il y a le musée Cobra. Ça en fait des choses à voir. Mais il y a aussi autre chose, Dominique. Alors maintenant, moi, je vous parlais des lieux juifs, bien sûr, à Amsterdam. Et tout d'abord, honneur au musée juif, situé dans 4 synagogues ashkénazes et qui est consacré à l'histoire, la culture et les traditions de la communauté juive néerlandaise. Connu, je le disais tout à l'heure, connu sous le nom de Mokoum, qui vient de Makom en hébreu, c'est mon introduction. Amsterdam a été longtemps un havre de paix pour les Juifs ou les communautés comme les séfarades de la péninsule ibérique ont pu y trouver refuge. Le musée traite des différents aspects du judaïsme et de l'identité juive. L'année juive, les fêtes, Israël et le sionisme, la Shoah, les persécutions, l'histoire socio-économique des Juifs aux Pays-Bas. Et on y trouve également des beaux objets rituels, de l'argenterie, des lampes, des manteaux de Torah. Alors c'est un musée très actif, il y a beaucoup de choses qui s'organisent, des programmes aussi scolaires pour les jeunes, vraiment à saluer tous les efforts que réalise ce musée, et notamment des expos. Actuellement, il y en a 2 très intéressantes. Une, c'est Moi, Juif, elle s'intitule ainsi, pour poser les questions d'identité des auteurs hollandais et leur regard par rapport au judaïsme, est-ce qu'il a évolué ou pas, et comment ça a été perçu à l'époque et aujourd'hui. Et une autre exposition qu'on peut toujours voir jusqu'au 10 avril seulement, Etty et Léonie. C'est une exposition qui met en lumière l'amitié entre 2 femmes, Etty Ilsoum et Léonie Snatager, à l'heure des choix difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un regard nouveau, grâce à la biographie écrite par Judith Koolmeyer. Donc voilà, une très belle expo à voir là-bas. Je peux rajouter un mot. Ils font des ateliers pour les enfants. Et quand j'y étais allée, ils prenaient les enfants, du plus petit jusqu'au plus grand, et ils leur faisaient faire des matzot eux-mêmes. Wow. Et les cuire, et les enfants repartaient en grignotant leurs matzot qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Oui, ils ont une très belle approche pédagogique. Très bonne. Voilà, je voulais juste, c'est un souvenir, mais c'est important. C'est-à-dire, ils sont vraiment dans une transmission aussi concrète avec les petits dans ce musée. Alors moi, je voudrais continuer avec la synagogue portugaise, cette magnifique synagogue qui date du XVIIe siècle, où on peut admirer également des beaux objets rituels, des estampes du XVIIe siècle, et une bibliothèque qui est protégée par l'UNESCO. Le bâtiment est toujours en activité. La bibliothèque, qui porte d'ailleurs le nom de Etz Chaim, est la plus ancienne bibliothèque juive du monde. Et puis mon expérience dans cette synagogue, moi je voudrais en parler, c'est un office de Kol Nidre, donc la veille de Kippour, éclairé uniquement à la bougie et qui attire chaque année des nombreux habitants d'Amsterdam pour son ambiance très particulière. Juifs et non juifs ? Juifs et non juifs. Ah oui, c'est important. Voilà, tout à fait. Et ensuite, je voudrais vous parler de la maison d'Anne Frank, bien sûr. Où a été cachée la jeune fille avec sa famille. Elle a vécu dans cette maison pendant 2 ans et elle a écrit son journal qui va devenir célèbre dans le monde entier. La maison est située dans le centre d'Amsterdam et aujourd'hui c'est un véritable mémorial. Le musée donne une impression de ce qu'était la vie de la famille dans la clandestinité à l'époque. En même temps, il vise à faire la lumière sur la persécution et le meurtre des 6 millions de juifs
de la Shoah. Le cœur du musée, d'ailleurs, est le journal à carreaux rouges original d'Anne. On peut en profiter pour dire que 80% des Juifs de Hollande et de Belgique ont été déportés. Quand Exactement. même, 80%. Les chiffres, effectivement, aux Pays-Bas sont assez effrayants. Très effrayants. Et en Belgique, d'ailleurs, en Flandre, plus élevé qu'en Wallonie, comme vous le dites, effectivement, dans la région proche des Pays-Bas, et parce qu'on parlait de la résistance des Pays-Bas, mais il y a aussi, malheureusement, énormément de morts, 80-90% qui ont été déportés. Et il y a d'ailleurs un très beau film, vraiment que je peux vous conseiller, c'est Le choix du destin, en hollandais de Soldat van Oranje, qui aborde tous ces sujets en 77, avec une bande de jeunes étudiants dans la ville de Leyde, qui après ont des destins, on va dire, assez différents, certains dans la collaboration, d'autres dans la résistance. C'est basé sur une histoire vraie d'Eric Haseloff Rolf Zema, non compliqué, mais on y arrive. Et c'est un film très beau, très fort, et qui va aussi permettre à deux grandes figures du cinéma international de faire carrière, d'être révélées au grand public. Ça va être d'abord le réalisateur Paul Verhoeven, celui qui fera Robocop, Total Recall et Basic Instinct, et aussi Rutger Hauer, qui est décédé récemment, qui était le grand acteur de Blade Runner. Voilà, un très très beau film de science-fiction. À voir absolument, bien sûr. Et puis juste à préciser, parce qu'on m'en a parlé il y a pas longtemps, puisqu'on va tous partir à Amsterdam grâce à vous, pour les musées, on peut réserver de Paris, parce que je sais que la maison d'Anne Frank, par exemple, il y a des listes d'attente, et c'est pas parce qu'on est à Amsterdam qu'on peut y aller facilement. Bien sûr, on peut tout réserver sur Internet. Il faut absolument réserver. Il y a également des cartes de passes qui sont très intéressantes. Oui, c'est important. Un jour, 2 jours, voire plus. Et où que vous alliez, ça on le précise aussi sur notre site J-Guide d'Europe qui met en avant les lieux à visiter en Europe, qu'il faut absolument réserver même par Internet à l'avance, parce que des fois c'est des mois même à l'avance. Mais bien sûr. Dans toutes les destinations, et ça avec le Covid, ça a été accéléré. Je veux dire, aujourd'hui, vraiment, les musées dépendent de plus en plus d'Internet et des réservations Internet. Donc, n'attendez pas d'être sur place pour réserver. Exactement, c'est pour ça que je tenais à le dire. Alors, des coups de cœur sur Amsterdam. Alors, des coups de cœur à Amsterdam. Moi, d'abord, je voudrais vous parler d'un quartier qui s'appelle quartier Jordan, qui est tout près de la gare, qui est un quartier avec une ambiance bohème, des boutiques sympathiques, des vieux cafés où on peut boire un genièvre et un café, bien sûr. Et je vous conseille de flâner dans les rues, traverser ces jolis canaux, vivre le samedi, le jour du marché bio de Noordermark. L'ambiance est détendue et pleine de charme. Moi, j'ai un café que j'apprécie, qui est le Egerad, qui est un café brun typique installé depuis plus de 100 ans. Une bonne bière, une ambiance garantie. C'est ouvert du lundi au samedi. Donc c'est important pour y aller. C'est vrai qu'on est marqué par l'aspect chaleureux et vraiment des Hollandais, l'accueil est extraordinaire. C'est pour ça que j'adore y retourner et comme vous mentionnez, Dominique, les petits lieux, on peut boire une bière, manger un petit quelque chose, que c'est vrai. Les gastronomies hollandaises n'est pas la plus connue, mais les petites choses qu'on peut manger dans les marchés, les petites choses, les harengs quand même, le herring. Par exemple, justement, à propos de harengs, c'est aussi, il faut le faire, déguster un hareng sur un comptoir en le tenant par la queue. Éventuellement, bien sûr, avec un petit verre de genièvre glacé. Moi-même sans genièvre, c'est hareng du début à la fin. Là, une adresse à 2 pas du marché Albert Kuipstraat, Volandamer Vishandel, une poissonnerie qui propose de quoi déjeuner sur le pouce, des prix abordables, mais aussi beaucoup de patience pour la queue. Oui, c'est sûr. Ensuite, moi, j'aime me promener aussi dans le marché aux fleurs. Bien sûr, on est en Hollande, dans la ville où la tulipe est le symbole. À ses débuts, il y a plus de 140 ans, Bloemenmarkt accueillait tous les jours des centaines de bateaux remplis de plantes et de fleurs destinés à la vente. Le goût des Néerlandais pour les fleurs ne s'est jamais perdu avec le temps. Aujourd'hui, on remarque à peine qu'il s'agit d'un marché flottant, puisqu'il est installé sur des plateformes et des barges très bien fixées le long du canal Singel. Au marché aux fleurs, vous pouvez trouver tout type de fleurs, des tulipes de toutes les couleurs, des graines de plantes très variées et des articles de jardinage. Donc, à voir également et à respirer. Bien sûr. Un petit lieu tout à fait unique à Amsterdam, le Begijnhof, donc le béguinage, au cœur d'un quartier vraiment commercial, un lieu paisible caché où l'on trouve la plus vieille maison d'Amsterdam et même donc une église cachée. Le Begijnhof est un harmonieux ensemble de maisons fondé en 1346 pour accueillir une communauté féminine catholique laïque, les Begin. Et alors, est-ce qu'on peut manger cachère à Amsterdam, Dominique ?
Alors, on trouve des lieux cachers, pas dans le centre d'Amsterdam, parce que les quartiers juifs, aujourd'hui, où vit principalement la communauté pratiquante, est un peu à l'extérieur d'Amsterdam. Elle n'est pas dans le cœur d'Amsterdam. Mais on peut arriver à se débrouiller. Mais elle n'est pas loin, quoi. Mais elle n'est pas loin, en effet. Donc, on peut prendre les transports, le tram. On peut prendre le tram très facilement. Voilà. Si on a loué un vélo, ce que je recommande, moi aussi, quand on est à Amsterdam, on peut mettre le vélo même dans le tram. Aller et continuer à vélo. D'ailleurs, à ce propos, on trouve de très gros loueurs de vélos, très sympathiques, pas très chers dans le centre. Par exemple, tout près du Dam, on trouvera des vendeurs qui vous donneront des conseils, un plan de ville. Et moi, ce que je recommande, c'est de tester le vélo hollandais, celui avec des freins à rétro-pédalage. Waouh. Et d'autant plus que lorsque les nazis ont voulu prendre les premières mesures contre les juifs, ils les ont d'abord interdit de vélo dans la ville. Donc vraiment un symbole, vous ne faites plus partie de ça et des simples choses de la vie de tous les jours, la vie culturelle. Alors, si on partait en Europe avec Steve, avec des coups de cœur, des expos à voir. Oui, alors absolument. Déjà, si vous êtes à Bruxelles, rendez-vous au musée juif de Belgique, qui est vraiment très intéressant. Et en plus, il y a des travaux qui vont être entrepris, des gros travaux dans le musée. Donc, allez-y voir les expos permanentes et temporaires, notamment une très belle expo qui s'appelle Land Escapes from the 20th Convoy. Donc, un petit jeu de mots pour dire paysage et s'échapper. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait du 20e convoi qui quittait le camp de transit de Malines pour déporter 1631 juifs vers Auschwitz. Et des actions de résistance ont été menées et ont pu sauver 236 de ces déportés. Et donc c'est bien expliqué avec un film qui est projeté dans le musée, et avec de très beaux témoignages des résistants, des survivants, et aussi donc cette expo consacrée aux lieux photographiés où ont pu s'échapper les gens. Donc vraiment allez voir cette belle expo. Ensuite il y a des balades thématiques qui sont régulièrement organisées également à Bruxelles par le CCLJ, dont une qui va avoir lieu le 23 avril au cimetière de Diveg. Alors cimetière Diveg, c'est un peu une sorte de Père-Lachaise en plus petit de Bruxelles, où il y a de nombreuses grandes figures bruxelloises comme Hergé, mais aussi de la vie juive du fin 19e, comme la famille Lambert, et d'autres qui ont contribué aux heures glorieuses du judaïsme bruxellois. Ensuite, je vous emmène à Genève pour voir la pièce Inconnue à cette adresse, qu'on ne mentionne plus, qui est très connue, effectivement, le chef-d'œuvre de Cressman Taylor. Ce sera le 28 et 29 mars au théâtre de l'Espérance, et elle est présentée par la troupe Macom. Ensuite, à Tolède... On retrouve beaucoup le mot Macom, là. Macom, voilà, Macom. Effectivement. À Tolède, le musée Sepharadi, avec ses rencontres littéraires, afin de parler d'un livre, de partager des impressions sur une œuvre. Celle du 28 mars sera le premier d'une série et sera consacrée au salon de thé de Louisa Carnes. Et enfin, Londres, avec Voix de la communauté. Ce sont des rencontres assez étonnantes qui proposent de mettre sur la table des sujets parfois complexes sur la vie juive contemporaine et de débattre à la fois du rôle des institutions, des gens face aux institutions, des enjeux actuels, des échecs aussi. Vraiment, c'est un lieu très ouvert au débat et qui peut inspirer, je pense, beaucoup de gens. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Quand on est avec vous deux, on n'a qu'une idée, c'est de voyager. Et on va le faire. Alors, je vous propose qu'on termine avec la chanson de Guy Béard sur Amsterdam. Je crois que vous ne la connaissez pas. J'avais à cœur de vous la faire découvrir. On part à Amsterdam également avec Guy Béard. Merci les amis. Au revoir, à très vite. Et bon voyage. Merci. Bon voyage.